Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Et on enregistre. Et ben, on est parti. Cédric, merci beaucoup pour ton accueil au sein de tes locaux, du coup. Bonjour François, ravi de t'accueillir chez ici. Avec grand plaisir. Et je le note toujours quand on échange parce que je suis toujours assez stupéfait de la rapidité avec laquelle des fois je sollicite des gens sur LinkedIn. C'est un peu mon canal principal et la vitesse de réponse est assez dans ton cas a été assez immédiate. Je crois que tu m'as répondu le lendemain parce que j'envoie ça souvent le soir, donc alors que je pense, est un homme très occupé. Donc, merci beaucoup de cette réactivité. Puis, ça s'est fait tout naturellement là, pour m'accueillir. Donc, merci déjà. Ravi, c'est normal. Je trouve que c'est important dans la communication d'avoir une réactivité, de recevoir le message et de répondre. Ça fait partie de la communication. Ouais. Justement... Alors, première chose que je propose de faire, c'est, je pense que tu es familier avec l'exercice, c'est de te présenter. Qui es-tu, Cédric ? Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je suis père de 5 enfants. Je suis aujourd'hui coprésident de la société ASI depuis maintenant quasiment 18 mois. Une société dans laquelle j'étais salarié depuis 20 ans. Donc, je suis arrivé en 2004. On a repris l'entreprise avec l'autre directeur général et des salariés avec des fonds d'investissement fin décembre. Et depuis que je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai vraiment l'obsession d'associer toutes les compétences nécessaires à accompagner globalement les entreprises dans leur transformation digitale. On pourra en reparler un petit peu après dans ce podcast. J'ai quelques passions au-delà de mon travail. Je suis fan de voile. Okay. Je suis aussi un grand passionné de golf que je pratique en compétition depuis pas mal d'années. D'ailleurs, c'est un sport qui demande il y a beaucoup de moments de prise de décision dans ce sport. Et je suis aussi fan de rugby, mais là plus en spectateur qu'en acteur sur le terrain. C'est déjà bien. De voile, le golf, c'est des activités qui prennent du temps en plus. C'est pas... Oui, alors de temps en temps, mais qui prennent du temps effectivement. Ouais. Et j'aime bien poser cette question, comme les auditeurs le savent. Comment tu te définis professionnellement ? Je suis quelqu'un de... J'aime bien coordonner plusieurs talents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que je suis plutôt un coordinateur, je suis quelqu'un d'assez créatif, assez intuitif aussi. Je pense que je suis enthousiaste, j'aime bien concrétiser une vision, donc j'aime bien que les choses avancent. Quand j'ai une idée, je peux être aussi parfois, le revers de la médaille, c'est que je peux parfois être un peu impatient sur le fait que les choses n'aillent pas assez vite de l'idée à la réalisation. Donc ça peut être parfois... voilà. Et c'est vrai que dans des grandes organisations ou avec beaucoup d'acteurs... c'est vrai que l'importance de la planification, c'est bien que je passe le bébé à quelqu'un plus structuré dans la gestion de projet. Voilà. Donc c'est plutôt ça mes qualités aujourd'hui, je crois. C'est plutôt d'impulser, de coordonner, de mettre de l'enthousiasme, de sortir du cadre aussi et de faire avancer les équipes plus que de piloter des projets de manière très, très opérationnelle. Oui, mais c'est notamment étonnant, et j'en viens à la première, on va dire, décision, c'est cette... Comment tu t'es décrit, qui est souvent très révélateur de comment on se voit, est très, très intéressant parce que
tu parlais de pilotage, donc aujourd'hui, ce que tu ne fais plus, je pense, dans l'opérationnel tous les jours, mais tu as quand même commencé ta carrière plutôt, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai eu du mal un peu à trouver quelques informations, mais en tant que concepteur-rédacteur, donc plutôt dans un profil marketing, Oui. Alors que tu es aujourd'hui coprésident d'une structure, je pense que tu présenteras la structure bien mieux que moi, mais qui accompagne les entreprises dans leur évolution numérique. Marketing, évolution numérique, enfin, comment s'est fait un peu cette évolution? Comment tu en es venu à ça? En fait, assez naturellement. Moi, je dirais que j'ai commencé ma carrière comme concepteur-rédacteur dans une agence de design stratégique. Je travaillais plutôt pour la grande distribution d'ailleurs. C'était au moment où les marques distributeurs commençaient à se marketer. Carrefour, Leclerc, c'était le début de la marque Repère. Donc, c'était à la fin des années 90, j'ai 52 ans. Et donc c'est un travail créatif, qui était créatif mais en même temps structuré. Parce que quand on travaille sur des créations de noms de marques ou la déclinaison de ces marques sur des objets, en l'occurrence c'était des vélos. Carrefour avait une marque toujours d'ailleurs une marque qui s'appelle Top Bike pour les vélos, qui était le deuxième vente en France à l'époque face à Decathlon, et de créer des marques et après de structurer ces marques, de les développer sur les produits, en rayon, etc. C'est de la créativité, mais ça demande une certaine rigueur aussi de conceptualisation et de déclinaison pour que en fait, l'ensemble du dispositif soit cohérent. Donc j'ai développé de la créativité effectivement dans mon travail de concepteur-rédacteur pour trouver des concepts, développer l'image des marques, et puis en même temps de la structure dans l'argumentation de pourquoi on a choisi ces éléments-là et quel est le cheminement qui permet d'arriver finalement aux préconisations qu'on faisait à nos clients. Et puis on est arrivé, fin des années 90, c'était le début du web. Moi, je travaillais au Havre, plutôt avec des sociétés parisiennes, puisque, comme je disais, c'était Carrefour, c'était Leclerc, un peu des Système U aussi dans l'Ouest, et puis d'autres grandes marques dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, j'ai décidé de revenir dans l'Ouest, qui est ma région d'origine, et je me suis installé à Vannes. Et là, j'ai prospecté des entreprises pour leur proposer mes services. J'ai continué d'ailleurs à travailler avec mon ancienne agence en tant que freelance, et puis je suis allé proposer mes services à plusieurs entreprises. Il y a une entreprise à Vannes à l'époque qui s'appelait CyberWest, qui se démarrait, où il y avait une super énergie. J'ai beaucoup fité, comme on dit, avec son patron qui est fondateur, Christian Dumard, qui m'a dit écoute, ça m'intéresse de travailler avec toi, mais par contre je ne pourrais vraiment pas en tant que freelance, mais en tant que collaborateur direct. Et puis je lui dis ok, mais je choisis quand même de pouvoir conserver les deux statuts pendant un moment. Okay. Et puis je suis rentré dans le digital. Et mon approche marketing, concepteur-rédacteur, je l'ai transposée en se disant voilà, on est sur de la technologie, c'était le début des développements, il y avait beaucoup d'ingénieurs, de tech, on travaillait beaucoup sur... Mais je trouvais qu'il manquait une dimension d'expérience utilisateur. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, du UX, du I, de la user experience. Aujourd'hui, c'était quelque chose de très important. À l'époque, ça ne l'était pas beaucoup. On faisait beaucoup de techno, mais de réfléchir à comment un utilisateur arrive sur une application et quels vont être les mécanismes qui font qu'il va accéder à son contenu, ou comment sur une page, je vais chercher une information et comment je peux pousser des informations complémentaires qui vont avoir du sens pour lui et pour l'émetteur. C'est des choses qui me passionnaient puisque j'avais travaillé là-dessus sur d'autres supports, et je trouvais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que juste faire de la com ou trouver un super slogan qui allait avoir de l'impact. Mais là, je trouvais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans la manière de proposer des services aux utilisateurs. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et ensuite, j'ai travaillé justement, je suis arrivé chez ICI quelques années après, avec exactement la même démarche, en arrivant dans une entreprise, j'y reviendrai après, qui était très technophile, qui était très très forte sur le fait de s'engager sur la réalisation de projets ou d'interfacer des systèmes d'information très complexes, mais qui avait besoin d'une approche un peu plus orientée utilisateur, direction métier, parcours, ce que j'ai créé moi quand je suis arrivé en 2004 et que j'ai développé au fil de l'eau, et qui nécessitait justement de rassembler des profils experts très différents pour apporter une réponse globale aux clients.
Il y a un point que je voudrais souligner dans ce que tu dis, c'est ce côté très, très humain, très le relationnel et surtout l'approche humaine. Parce que pour travailler aussi un peu dans ce secteur-là, et avoir travaillé notamment dans ce secteur-là, on voit souvent le digital comme quelque chose de très déshumanisé, très technique, technophile, hein, comme tu le dis. Et c'est vrai pour certaines choses. Je pense qu'on pourrait parler de l'IA qui est aujourd'hui très, très, très technique et qui est le sujet du moment, mais ce qu'on ne voit souvent pas, ou peu, quand on est un peu extérieur à ce domaine-là, le côté très humain. Donc toi, ce que tu as apporté dans cette partie technique. Et alors je vais faire un lien un peu tiré par les cheveux, mais souvent on conduit, et j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes, notamment sur ce podcast, de comment, quand on pense d'un point de vue humain des outils, ça peut influencer les prises de décision et tous ces aspects-là. Donc comment on conduit les gens. Alors, bon, certaines pratiques. Mais souvent, c'est ce que je voulais souligner, c'est ce côté humain qu'on passe souvent à côté, en fait. En fait, ça, c'est une conviction très profonde que j'ai, c'est que dans les entreprises de services numériques ou de la technologie, on est quand même souvent très concentré sur la fabrication d'une solution technologique. Donc j'ai un besoin, qu'est-ce que je dois fabriquer et comment je vais le fabriquer. Et c'est pourquoi j'avais évoqué avec toi quand on a échangé avant cette rencontre, c'est on nommait souvent le pourquoi on fait les choses. Et moi, ma conception, et c'est pour ça que quand je suis arrivé à CIRSI, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis 20 ans et qu'on est en train de vraiment accélérer et concrétiser en focusant tout ce qu'on fait sur l'impact de ce que ça a sur, là aussi, hein, sur nos clients, sur les utilisateurs de nos clients, sur la société, sur l'environnement, sur nos collaborateurs, sur l'organisation ICI, c'est qu'on puisse se poser à chaque fois la question: qu'est-ce que ça va créer comme valeur? Quel est l'impact pour toutes ces parties prenantes-là? Et donc, ce n'est pas juste une solution technique, parce que c'est une solution technique, finalement, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin d'un chef de projet, un architecte, des développeurs, et on pourrait réaliser une solution technique, finalement, et ça arrive encore. Pour moi, il y a beaucoup de choses en amont à définir, comment ça va impacter les process, comment ça va changer des rôles dans certains métiers, parce qu'on va mettre une solution qui va bouger, ça peut changer de la gouvernance aussi de l'information en amont et en aval, comment on va réfléchir le parcours, comment on va réfléchir les interfaces, comment on va marketer ou promouvoir ces services, comment on va accompagner le changement, comment on va finalement mesurer la création de valeur, comment on va piloter l'utilisation de ce service. Donc c'est plus de la fabrication, c'est peut-être parfois une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes et une dizaine d'expertises différentes qu'on doit associer avec des cultures différentes, des langages parfois différents, des mécanismes de réflexion parfois complètement opposés qu'il va falloir coordonner pour créer cette valeur-là. Et c'est ça qui est passionnant finalement, c'est de se dire, c'est pas juste la réalisation, l'association de gens qui ont les mêmes codes et les mêmes façons de penser, c'est l'association dans une chaîne de valeur cohérente d'expertise très très différentes, parfois avec des codes très opposés, mais qui vont finalement additionner leur valeur pour créer une valeur, une vraie performance de ce qu'on va apporter à nos clients, à nos utilisateurs et à toutes les parties prenantes que j'ai évoquées. Et comment on amène ça? Parce que c'est un peu le cœur du problème. Le cœur du problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais le cœur de la question qui est de comment on amène des gens à mesurer et à prévoir un peu l'impact qu'aura des outils comme ça. Et comme tu disais, c'est pas juste un outil qu'on va fabriquer et livrer, ça va impacter des entreprises, des gens qui vont travailler. Quelle est ta vision, toi, pour comment on amène ça, en fait? On amène ça en disant que, justement, en concrétisant, en rassemblant plusieurs concepts en un seul, en fait. Ce qu'on a fait, c'est de se dire, moi, ça faisait des années, je disais, passons de, justement, je vais synthétiser un peu ce que je disais juste avant, en disant, aujourd'hui, la culture, et là encore, c'est pas une caricature ni une critique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient formatés pour dire on m'exprime un besoin, je vais définir ce que je vais faire, comment je vais le faire, et une fois que c'est fini, c'est fini.
Et moi, je leur disais, bah non, c'est une fois que c'est fini que ça commence, en fait. C'est un peu provocateur, mais c'est une fois qu'on a fini l'application et qu'elle est dans les mains des utilisateurs que sa vie réelle commence. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas la fabrication qui est intéressante. Donc, ne vous mettez pas dans une logique de fabricant, mettez-vous dans une logique de... comme, d'ailleurs, je prenais souvent l'exemple d'un chef de produit chez Danone ou chez n'importe qui. Quand il produit son yaourt, il ne fait pas juste la fabrication du yaourt. Il va penser au marché, aux consommateurs, aux services de l'État qui vont valider que le yaourt il est bien conforme aux normes, à la logistique, à la distribution dans les magasins, aux performances, au prix. Voilà. Donc c'est une logique globale. Donc il ne pense pas juste à fabriquer, mettre du lait et juste de fabriquer un yaourt. Donc je leur disais, nous on doit avoir la même démarche pour une solution digitale ou une approche digitale. On doit penser, effectivement, au final, il y aura sans doute une application, un service, une application mobile ou je ne sais pas quoi, mais c'est ce qu'elle va générer comme impact qui est important. Et il faut qu'on ait en permanence comme obsession de se dire qu'est-ce que ça crée comme valeur pour toutes les parties prenantes, qu'est-ce que je vais mesurer. Donc pour mon client, qu'est-ce qu'il avait comme enjeu, qu'est-ce qu'il a comme objectif et comment on peut mesurer qu'on a atteint les objectifs. Pour les utilisateurs, pareil. Pour la société, de la même manière, sur l'accessibilité, l'inclusion, est-ce qu'il y a des fractures ou pas, est-ce que ça crée de la valeur par rapport au process qui existait précédemment. L'environnement, est-ce qu'on a été finalement assez sobre, est-ce qu'on a créé des services qui étaient inutiles ou pas, est-ce qu'on a mesuré que ce qu'on avait créé était bien finalement en phase avec les normes, les référentiels, est-ce que c'est finalement adapté à ce qu'on voulait faire ou est-ce qu'on s'est permis beaucoup de choses qui sont finalement inutiles et qui consomment beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie pour rien. Est-ce que quand on l'a créé aussi, la manière dont on l'a créé, les déplacements, les transports, etc., d'avoir une conscience de finalement ce que ça consomme comme ressources par rapport à la création de valeur et de la même manière pour nos collaborateurs, c'est-à-dire que ceux qui participent au projet, est-ce que finalement ils ont appris, est-ce qu'ils ont pris du plaisir, est-ce qu'ils ont été bien entourés, est-ce que ce qu'ils ont fait, ils ont la reconnaissance qu'ils attendaient, est-ce qu'ils ont trouvé qu'il y avait du sens dans ce qu'ils faisaient ou ils n'avaient pas l'impression de participer à quelque chose. Donc on soit aussi conscient que tout ça c'est une chaîne de valeur. Et donc voilà, on s'est dit, on a cette culture-là chez AIC, on a ces valeurs de vouloir avoir une responsabilité sociale, environnementale, qui est très institutionnelle. Comment on l'intègre dans nos métiers et comment cette intégration dans nos métiers, elle va finalement augmenter notre responsabilité et aussi augmenter notre capacité, notre manière de travailler ensemble et la qualité de ce qu'on fait aussi. Parce que cette manière de réfléchir améliorera la pertinence des choix, des décisions qu'on va prendre pour finalement concevoir, créer, mesurer la performance de ce qu'on fait. Et aussi, alors je finirai là-dessus, c'est qu'on soit aussi conscient, parce que c'est aussi un travail de tous les jours, et si quelques collaborateurs d'AIC m'écoutent, ils ne seront pas surpris, c'est que ça nécessite qu'effectivement on arrive à associer des talents qui sont parfois dans des équipes différentes, ensemble, et qui comprennent que s'ils travaillent ensemble, ça valorise leur propre valeur, et qu'ils ont besoin finalement de comprendre ça, pour que ça devienne un réflexe et que chacun comprenne qu'on a besoin de s'associer pour créer cette valeur attendue. Et c'est pour ça qu'on a créé cette démarche. Alors cette démarche, elle a été après structurée avec des méthodes, des référentiels, une équipe, parce que c'est pas naturel, mais c'est comme ça finalement. Enfin, j'espère que j'ai répondu clairement, mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est d'associer deux approches, la responsabilité et le fait d'être vraiment concentré sur la création de valeur, et tout ça dans une démarche qui associe ces deux concepts. Et moi, la question qui me vient directement dans ça, et tu as commencé à y répondre, mais je vais me permettre d'y insister, c'est je comprends l'approche, je vois la vision, on va dire, mais c'est comment on embarque une équipe de, tu vas me corriger si je me trompe, mais à peu près 500 personnes dans un tel projet. Alors, je ne pense pas qu'il sort de vos deux cerveaux, toi et ton coprésident, mais comme ça, bien sûr, je pense qu'il doit y avoir, c'est aussi une évolution de société, on voit ça après, mais de là à l'implémenter et à embarquer une équipe, c'est un vrai challenge. Oui, c'est un vrai challenge. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'impatience ou de parfois une certaine frustration
à constater que entre l'idée et la concrétisation de l'idée, qui vraiment touche l'ensemble des collaborateurs, qui seraient eux-mêmes en mesure d'être des acteurs, influenceurs au quotidien, pouvant utiliser tous les outils de cette démarche-là, évidemment, il y a du délai, il y a un gap, etc. Ce qu'on a fait, c'est que on a créé une démarche, on a créé un manifeste, on a même défini que ASI, qui voulait dire autre chose, on a dit ASI, c'est au service de l'impact. Donc on a créé un plan de conduite du changement, on a formé les commerciaux, on a défini des nouveaux rôles, des impact managers, qui finalement sont des super chefs de projet ou directeurs de projet censés coordonner justement l'ensemble de ces talents. On a développé une approche, un autre concept à côté qui était One Team, en disant si on veut avoir de l'impact, il faut qu'on travaille ensemble et que ça soit qu'une seule équipe. On a défini une cellule qu'on a appelée Assurance Impact avec 2 directeurs nationaux, le directeur des opérations et le directeur de l'offre et de l'innovation qui ont accompagné ces impact managers et on a choisi de le faire sur les dispositifs où on avait la responsabilité. Donc on a fait la communication, la sensibilisation, la mise à disposition d'outils auprès de l'ensemble des collaborateurs et de la communication sur ce qui se passait sur les 15 ou 16 dispositifs nationaux sur lesquels on était vraiment en responsabilité. Okay. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce qu'on s'est dit, pour qu'on puisse mesurer l'impact et qu'on puisse démontrer la pertinence de ce projet ou de cette vision, il faut qu'on puisse le faire sur des périmètres où on a assez de leviers pour avoir justement l'impact qu'on veut avoir. Si on est 3 ou 4 personnes dans un dispositif de 30 et qu'on n'a pas le pilotage, on ne peut pas être sûr que notre influence, elle permettra d'aboutir aux résultats qu'on souhaite. Donc on s'est dit, on va se concentrer sur les 16 projets ou dispositifs sur lesquels on est vraiment en responsabilité. On a un périmètre assez large pour se dire, là, on peut dérouler l'ensemble de la démarche. Donc c'est ça, on s'est concentré sur le sujet. Évidemment, on a fait un kick-off en début d'année pour expliquer aux managers cette démarche. On a eu des retours extrêmement positifs. On a fait beaucoup de communication, de webinars, de plans d'accompagnement, de suivi, de tableaux de bord. Puis après, évidemment, il y a beaucoup d'outils méthodologiques. Il y a au début du projet un impact mapping, il y a un tableau de bord avec les mesures des éléments qu'on veut évidemment checker au fil des projets. Il y a les points réguliers avec l'impact manager. Il y a les référentiels, des référentiels qui sont... Donc l'impact mapping, c'est un outil ASI. Et il y a des référentiels qui sont des référentiels nationaux, qui font justement référence et qu'on utilise et que d'autres que nous utilisent également, donc qui permettent aussi de montrer qu'on est dans une démarche globale. Et puis au fil de l'eau, comme on a itéré, on s'est aperçu aussi à un moment donné que donc on a créé une newsletter Impact qu'on diffusait tous les mois pour expliquer où on était, ce qu'on faisait, avec l'idée d'être transparent aussi sur ce qui marchait et ce qui marchait moins bien. Moi aussi, je faisais sur LinkedIn des publications pour dire où on en était et comment aussi on avançait en marchant. Donc à un moment donné, on s'est dit, on voit bien que ça reste un peu trop conceptuel ou abstrait pour certains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer tout ce qu'on a fait en 2022, donc l'année d'avant, donc ça c'était en 2023, pour vérifier et pour montrer concrètement sur les projets avant l'impact où on en était sur les principaux éléments de mesure, l'éco-index, l'accessibilité, des approches aussi sur la sécurité des données, etc., pour vérifier la performance des applications, pour vérifier effectivement que la manière de fabriquer avant, où elle en était, pour aussi faire une photo et se dire voilà comment on fabriquait chez IC, et à partir de ça, de vérifier qu'on était en train de progresser. Ce qui est important je suppose, pour vous en tant qu'équipe de direction, mais aussi pour l'ensemble des équipes, de montrer un peu l'évolution très concrète des éléments et de dire, à tel moment, on était à tels indicateurs ou à tel état, et de montrer qu'il y a une évolution. Et je suppose c'est ça qui aussi encourage les équipes à continuer. C'est exactement ça, et c'est encore plus que ça, parce que c'est de dire... c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il fallait du concret, parce que c'est vrai que entre la démarche, l'application de la démarche, les outils qui sortent de cette démarche, ou des livrables un peu différents, et les effets, il y a quand même une inertie et du délai qui fait que ça peut rendre les choses un peu longues dans le temps, et il y avait un besoin opérationnel. Alors évidemment, il y a eu des formations aussi, et de la sensibilisation sur pas mal de sujets, mais on avait besoin effectivement d'avoir du concret.
Et au-delà de ça, il y a 2 éléments que je voudrais compléter par rapport à ce que tu dis. C'est effectivement d'avoir une photo pour montrer très concrètement les choses et se dire voilà où on en est, et puis on va pouvoir vérifier que on progresse avec la démarche. Et le deuxième élément qui est encore plus fort, c'est de se dire on est là, et honnêtement, je vais être très transparent, les résultats, ils n'étaient pas, j'ai utilisé un terme de jeune, ils n'étaient pas dingues. Il y avait quelques résultats où on s'est dit, on aurait pu espérer mieux sur certains éléments. Et on s'est dit, on va, au-delà de vérifier qu'on avance, on va prendre des engagements d'amélioration. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, c'était, on avait des scores, et on va prendre des engagements en 2024, que tout ce qu'on fait maintenant avec la démarche, on aura des scores sur l'éco-index, on aura sur 90% de nos projets, on aura des scores A ou B. On n'aura pas des scores C, on n'aura pas D, on n'aura pas E. Ouais. Voilà, les poids des pages, on va tout vérifier et on va accompagner les équipes pour qu'elles puissent vérifier. Et là, on a mis en place des communautés de bonnes pratiques, de la veille, des partages justement d'éléments très opérationnels et très pratiques pour que les équipes puissent aussi travailler sur les éléments qui permettent d'accéder à des mesures plus favorables sur lesquelles on s'est engagé en accessibilité, en performance, en éco-index notamment. Ok. Donc, et j'aimerais revenir, parce que c'est très intéressant, mais ça c'est, on va dire, c'est la partie application d'une décision, développement d'une stratégie et tout ça. J'aimerais remonter un peu en amont et peut-être généraliser, mais ça peut être un très bon exemple, je pense. Ce cas très concret, c'est de dire comment est née cette volonté. Alors, tu nous as un peu expliqué, c'est aussi lié à toi, ton expérience professionnelle et, je pense, l'évolution du contexte dans lequel on vit. Mais comment on prend la décision, alors à 2 ou à plusieurs, tu nous expliqueras, de se dire, OK, on va se lancer dans cette stratégie, on va mettre ça en place, et comment on décide pour la mettre en place. Parce que est-ce que c'est parti d'un besoin exprimé par les équipes? Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé? Ou c'est comment on un peu ma question, si je devais la résumer, c'est comment on produit une telle décision stratégique? Alors, c'est intéressant parce que évidemment, c'est un cheminement. En fait, on a beaucoup travaillé. Le premier bilan carbone qu'on a fait chez AESI, c'était en 2009. Donc, c'était pas moi du tout qui était aux manettes. On avait un collaborateur qui d'ailleurs a créé une société spécialisée dans la mesure des applications, dans une approche éco-conception. Donc, premier bilan carbone en 2009, c'était quand même très, très précurseur. On a mis beaucoup de choses en place entre 2009 et 2022 sur l'énergie, la mobilité, sur beaucoup d'approches aussi, beaucoup de démarches RSE qui faisaient de l'entreprise une institution responsable. J'utilise le mot institution à dessein parce que il y avait beaucoup d'actions qui faisaient que AESI était engagé socialement, sociétalement ou sur le plan environnemental, en étant vraiment actrice sur tous les sites sur lesquels l'entreprise était présente. Mais on sentait sur le terrain un certain décalage de perception des collaborateurs qui disaient c'est bien, on parle beaucoup de RSE chez AESI, et c'est pas que de discours, il y a aussi beaucoup d'actions, mais ça transparaît pas beaucoup dans nos métiers. Et puis il y a eu, parce que les métiers, ils n'étaient pas du tout impactés, celui qui faisait son application tous les jours, qui fasse des grosses vidéos qui pèsent très très lourd, ou qui des plein de VM dans des data centers, il n'y avait pas de sensibilisation sur l'impact où je me déplace en avion pour aller n'importe où. En avion, c'est pas vrai parce qu'on avait déjà mis en place des mesures, des process qui disaient le train plus que l'avion, mais la sensibilisation des collaborateurs sur la consommation de ressources pour la fabrication de solutions digitales, c'était pas trop leur sujet. Et on sentait un décalage entre un discours RSE institutionnel qui était très clair, qui était très bien perçu par d'ailleurs l'environnement externe, et puis un discours opérationnel ou offre ou prestation ou positionnement d'AESI qui était décalé, qui n'était pas du tout associé. Et puis il y a eu la Convention des entreprises pour le climat, auquel AESI a participé. Alors je dis AESI parce que moi, à l'époque, je ne sais pas moi qui ai participé à cet événement ou à cette convention, c'est Jean-Paul Chaperon, notre ancien président, et Magali Barbet, notre directrice marketing, communication et RSE. Et
effectivement, en revenant, nous on était en train de racheter l'entreprise, parce que c'est 2022, on a racheté l'entreprise en 2022. C'est vrai qu'évidemment, on échangeait beaucoup avec Jean-Paul, qui est revenu en disant mais c'est toute l'entreprise qu'il faut changer. Donc on avait commencé à sensibiliser toute l'année 2022 sur aussi justement l'impact du digital sur le réchauffement climatique. On avait commencé à sensibiliser sur une manière de travailler qu'on avait appelé nous le REFEX, donc qui était piloté par la direction des opérations et la direction des opérations, qui était un peu le référentiel d'exigence, c'est-à-dire que par rapport à cet impact du digital sur le réchauffement climatique, comment nous, à ici, on doit modifier notre manière de penser justement à l'approche du digital chez nous. Et puis nous, au moment de revendre, de racheter, je veux dire, au moment où Jean-Paul nous a dit je vous transmets à vous, Christophe et toi, Cédric, avec les cadres qui étaient déjà aussi actionnaires depuis un certain temps chez AIC, nous, on a fait un dossier avec Christophe, on a travaillé sur la stratégie, et quand on a représenté aux banques qui nous ont accompagnés et aux financiers, on a présenté cette vision de se dire, voilà, et c'est vrai que c'est venu, moi c'est moi qui ai porté pour le coup, ces deux sujets, la démarche impact et le One Team, mais ça aussi, ça correspondait bien à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'était une manière de rassembler le niveau de qualité, la vision que j'avais moi de se dire, quand on fait du digital, c'est pas le faire qui est important et comment on le fait, c'est à quoi ça sert, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça a comme qu'est-ce qu'on consomme, comment on le fait finalement, c'est aussi important par rapport à cette mesure, mais être concentré tout le temps sur pourquoi je fais les choses. Et donc, je suis marketeur à la base, je me suis dit, on va créer on va faire une démarche impact où on va se concentrer sur, effectivement, mais c'est sorti comme ça. Donc moi, je l'ai testé, effectivement, auprès de quelqu'un, j'ai testé auprès des financiers, auprès des banquiers, et j'ai senti qu'il y avait une super réception à ce discours-là. Et puis, on l'a décliné. Après, j'en ai discuté avec les directeurs des opérations, directeurs de l'offre et de l'innovation. On s'est dit, il y a déjà des choses en place, on va packager tout ça, on va structurer ça, et puis ça s'est fait très très rapidement en fait, entre octobre 2022 et début d'année 2023, le package était fait. Et puis après, on a travaillé pour itérer, mais globalement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce que j'aime beaucoup dans ta description un peu du process, et merci pour ça d'ailleurs, c'est pour avoir été des deux côtés, donc alors je n'ai jamais dirigé de structure aussi importante que la tienne, mais pour avoir été aussi bien sur des postes de direction que sur du salariat, on s'imagine toujours que la direction sort des idées un peu comme ça, de son chapeau, et lance des stratégies. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ta présentation, en plus de ce projet en particulier, c'est qu'on sent bien que l'idée ne vient pas de nulle part, en fait. Ça vient d'une idée qui a peut-être germé chez un collaborateur au début, tu nous parlais du bilan carbone, et qui a infusé un peu, puis toi, ça doit rejoindre aussi potentiellement, je pense, des convictions un peu personnelles, des choses comme ça. Et en fait, c'est une construction jusqu'à un point de dire, et je pense que c'est un point de bascule, et c'est là où moi, j'identifie un peu la prise de décision, c'est un point de bascule de dire, ce sujet est tellement important que on va pas en faire un projet mineur où on l'abandonner, mais ça va devenir un projet majeur pour l'entreprise et on va lancer une stratégie pour. Et c'est autant, tu vois, moi dans le podcast, j'échange beaucoup sur la prise de décision et on va en parler, je pense, tout de suite après, mais ça montre que en fait la prise de décision est le résultat en fait de tout un process sur la longueur. Et là, en l'espèce, qui a duré quelques années en fait. Oui, absolument. Et c'est aussi l'association de beaucoup d'actions de personnes différentes qui, à un moment donné, sont catalysées dans une approche qui devient effectivement, et c'est important ce que tu dis, qui devient prioritaire, structurante et fondamentale pour l'entreprise. Parce que c'est devenu, en fait, cette démarche impact, c'est devenu aussi, c'est pas uniquement un truc en se disant, tiens, c'est deux choses, c'est pas optionnel. Ça, c'est très important, ça devient une manière de faire notre métier. Donc, c'est vraiment une approche de transformation de l'entreprise. Et c'est aussi un positionnement. Et c'est aussi une philosophie. C'est la transcription des valeurs qui sont les nôtres et qu'on veut voir perçues par ceux qui travaillent avec nous. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, ça,
ça a généré certaines frustrations sur le fait que ça n'aille pas assez vite, mais ça a généré aussi beaucoup de satisfaction sur des connexions qui se sont faites grâce à ça, des échanges ultra fructueux, des recrutements de personnes qui se sont dit j'ai envie de contribuer à ce projet avec toi et avec vous, des partenariats aussi opérationnels, business, de gens qui se sont dit on a les mêmes valeurs, on va travailler ensemble sur des projets. Et puis de voir des collaborateurs qui ont vraiment switché dans leur manière de faire et qui, quand on discute ensemble, se disent bah tiens, je fais de la data, comment on peut faire de la data éco-conçue, ou tiens, j'ai refait des tests de perf pour améliorer la performance de l'application. Et là, je me dis voilà, ça commence à prendre, ça commence à et moi, c'est ce qui me fait vraiment depuis que je suis manager, hein, et ça fait longtemps parce que je suis au comité de direction d'ICI en 2005. Okay. J'avais proposé déjà de créer une entreprise, enfin une agence de chez ICI qui s'appelait ICI Interactive en 2005, dans une ESN qui était très... J'ai créé le studio graphique en 2005 aussi, dans une ESN ça n'existait pas du tout. Enfin, c'est des choses qui étaient un peu... Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une idée, que cette idée, elle se concrétise et qu'elle finalement... qu'elle réalise quelque chose qui était un peu abstrait au départ et que d'autres que moi s'en emparent. Et c'est là le challenge, c'est qu'effectivement, c'est pas que mon idée, moi je viens coordonner, et je dis moi parce que pour le coup, cette idée-là, c'est moi qui l'ai portée, hein. Christophe, qui m'écoute, évidemment, il a accompagné ça aussi, mais il est sur d'autres sujets. Ce sujet-là, c'est moi qui me suis, parce que ça correspond effectivement à mes convictions. Et maintenant, le challenge a été aussi que d'autres s'en emparent, y croient et le diffusent. Parce qu'effectivement, quand on est dans une entreprise de 10, 15, 20 personnes, c'est pas très compliqué d'avoir tout le monde sous la main et que chacun, finalement, fasse comme le patron le souhaite. Quand on est 500, il faut qu'il y ait effectivement beaucoup de relais, beaucoup de personnes qui soient convaincues. Et surtout que chacun, c'est ça le vrai challenge, que chacun... trouve de la motivation et de l'intérêt à pouvoir contribuer à ce challenge-là ou à ce projet ou à cette mission, parce qu'aujourd'hui on est société à mission depuis le 30 mai 2024, et on va encore plus vérifier que ce qu'on veut faire, on le concrétise. Mais c'est ça maintenant, qu'on soit de plus en plus nombreux à porter ça et à influencer notre environnement. Ouais, c'est ça la récompense de voir les gens adopter une idée commune ou qu'on a eue seule, hein, et puis qu'elle se développe et qu'elle infuse et que derrière ça donne des choses positives. Dernière question, parce que je vois l'heure filer et je sais que tu as des contraintes derrière. Si tu devais donner... Alors d'habitude je pose des questions pour expliquer, je ne vais pas le faire aujourd'hui sur la méthode de prise de décision. Tout simplement parce que je considère que, et je pense que je reviendrai un peu dans le débrief, que tu nous aies un peu expliqué comment au sein de la structure vous décidez. Ça a été sur tout le projet un peu en infusion, mais j'ai une audience qui, comme... Nous, on prend tous des décisions dans le milieu professionnel, plus ou moins impactantes, qui impactent le plus ou moins de monde. Si tu te donnais un conseil sur notamment cette prise de décision, toi, quel serait-il pour prendre la meilleure décision ou la moins pire ? Ouais, c'est pas forcément toujours évident. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez intuitif. Alors pour moi, il y a plusieurs catégories de décisions. Il y a des décisions... moi, je me pose toujours une question, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce qu'on risque quand on prend une décision ? C'est important parce qu'il y a des décisions avec des grands niveaux de risque et des décisions qui sont des décisions assez simples. Après, moi, j'ai souvent des intuitions. C'est-à-dire que c'est souvent, effectivement, c'est un moment où il y a plein d'analyses. Je fais beaucoup d'analyses. J'écris beaucoup ce que je perçois ou j'évalue dans mon environnement et où j'écoute. Donc, j'aime bien structurer ça de manière à la limite très cartésienne, même si je suis intuitif, en disant voilà le constat, voilà ce que ça m'inspire et poser des scénarios. Donc, après, quand c'est très très impliquant, donc j'ai souvent une intuition en me disant tiens, toutes les évaluations, toutes les informations que j'ai recueillies me donnent une conviction que la situation est celle-là et qu'il faut
prendre une décision pour faire évoluer la situation. Moi, j'essaie d'être générique, parce que ça peut être sur un nouveau projet ou ça pourrait être sur une situation de crise ou une situation de difficulté. C'est d'avoir la bonne évaluation du système et après d'avoir des scénarios. Après, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je teste ce scénario, teste la décision que je pourrais prendre, qui est une intuition que je vais vérifier aussi sur les impacts que ça peut avoir, en disant, bon voilà, quels sont aussi, ce que je disais, le niveau de risque, et puis les impacts que ça pourrait avoir. Et aussi, souvent, je rajoute les conditions de succès ou pas. Il y a pour moi des conditions de prise de décision qui sont incontournables ou pas. Enfin, il y a souvent dans une décision, ça dépend. Si c'est une décision de recruter quelqu'un ou de s'en séparer, c'est un petit peu plus simple. Mais quand c'est des décisions de transformation, voilà, je le teste. Je le teste auprès de... Et ce test me permet déjà de vérifier que justement mon système d'analyse de l'impact de la décision, il a pris tous les éléments ou pas, parce que dans la discussion, dans le test auprès de certains interlocuteurs, on a souvent la remontée d'objections, l'argumentation qui fait que est-ce qu'il y a des angles morts dans l'analyse qu'on a pu faire, et le deuxième effet de ça, c'est que ça renforce la conviction aussi, parce qu'en fait, en argumentant et en voyant que finalement, dans la contradiction, même contradiction constructive, l'idée tient et la valeur ajoutée qu'on en attend de la décision est toujours là, globalement, ça me permet de me dire à un moment donné, on y va. Et donc, si le risque est faible, qu'est-ce que je risque ? Voilà, on est aussi dans une approche où il faut que de manière empirique, on teste des choses. Moi, je préfère échouer en ayant testé quelque chose que d'avoir trop analysé et pas essayé, et de jamais savoir si... Enfin, c'est assez basique de dire ça, mais jamais savoir si ça aurait marché ou pas. Après, évidemment, il y a des niveaux de risque, des niveaux d'investissement, des niveaux d'engagement humain qui font que il ne faut pas y aller à la légère. Et je finirai par un élément qui ne me concerne que moi. Moi, je me suis souvent planté dans mes prises de décision quand mon intuition me disait prends ce chemin-là, et que j'essayais de raisonner, j'ai essayé d'être cartésien en me disant mais non, il y a des éléments X ou Y. Moi, il faut que mon intuition et les éléments cartésiens soient alignés. Si les éléments cartésiens sont justes, mais que mon intuition me dit il y a un truc qui vienne, j'allais dire, contrer mon intuition, en général, quand je fais le bilan, je me suis souvent trompé. Typiquement pour un recrutement, où je me disais, je ne le sens pas, et puis je regardais le CV en me disant, mais si, il y a plein d'éléments qui me disent que cette personne est formidable, et je dis, bon, ok, j'y vais, et souvent, je me suis planté en essayant de me conforter par des éléments cartésiens face à mon intuition. Alors, voilà. Après, c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment cerveau droit et cerveau gauche ensemble, c'est pas être que de l'intuition, il faut vraiment que ça soit très structuré, mais il faut aussi faire confiance à la manière dont on catalyse beaucoup de données, d'informations, et aussi des impulsions qu'on peut avoir sur des sujets même très structurants. Super. Et merci pour le conseil, donc, qui est presque une méthodologie, j'ai envie de dire. Donc c'est vachement intéressant. Et puis merci beaucoup pour ton temps. Parce qu'on arrive à la clôture de ce podcast. Merci en tout cas pour ton temps, des échanges, parce que c'est très instructif. Pour moi, c'est très, très instructif. Donc merci beaucoup. Merci François. Et puis dernière question, si on veut te contacter pour une question ou échanger, comment sur ma boîte mail, ce sera le plus simple. Ou sur LinkedIn, mon email c'est etienne@ici.fr. Très simple de m'appeler, de m'envoyer un petit message, et je serai ravi de répondre et d'échanger avec ceux qui le souhaitent. Super. Et écoute, merci encore, et puis je te dis à très vite. Merci François, à bientôt. À bientôt. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Ce que j'ai beaucoup aimé de cet échange avec Cédric, c'est son explication de comment on amène à une transformation d'entreprise. Comment, à travers des décisions, comment on embarque une équipe et une entreprise, du coup, à se transformer, à se donner un objectif.
Ce qu'il a pu nous montrer assez clairement, je trouve, c'est vraiment ce détaillement d'y aller couche par couche et d'embarquer tout le monde au fur et à mesure. Une tâche qui est, il faut reconnaître, plutôt difficile et qui montre vraiment la patience et le soin qu'il faut avoir pour pouvoir accompagner tout le monde à adhérer à un objectif. Bien sûr, à côté, l'expérience et la vie professionnelle de Cédric nous montre des aspects très intéressants sur comment lui s'est adapté, comment il a pris conscience de ses projets, de ses objectifs. Mais voilà, moi ce que je retiens beaucoup de cet épisode, c'est cette approche vraiment très intéressante de comment on amène à transformer une entreprise, ce qui est, il faut le dire, très compliqué. Et tu vois, pour une fois, j'ai envie d'instaurer un discours entre nous. Dis-moi, viens me dire, sur LinkedIn notamment, qu'est-ce que toi tu en retiens de cet épisode ? Allez, je t'attends sur LinkedIn. À très vite. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.